Essentiel, le rendez-vous culture de RCJ, Histoire, avec Annette Viviorca. La traversée des mondes juifs, de Constantine à l'Europe de l'Est, a absorbé par touches successives des sources diverses. Archives policières, autobiographies, romans. Il fallait tresser ces matériaux. C'est à ce tressage de ces matériaux que vous tressez avec votre histoire personnelle, que vous consacrez votre livre. Donc mon invité aujourd'hui est Anis Torah-Lamar pour ce livre « La traversée migratoire des mondes juifs perdus, le silence brisé ». Donc c'est un livre avec une construction très subtile où il y a plusieurs fils qui relient, qui tressent, puisque vous utilisez le terme de tressage, qui tressent cette histoire de juifs venus d'ailleurs, de l'Europe de l'Est, Ashkénaze, comme on dit, ou du monde méditerranéen, et notamment de Constantine. Et vous tressez aussi cette histoire avec votre histoire individuelle. Et on va commencer par votre histoire individuelle. Vous êtes donc né à Constantine. Oui. Alors, je suis née à Constantine, après la Seconde Guerre mondiale, en 1946. C'est cette ville aimée, cette ville des ponts suspendus, cette ville Cirta, Constantine. Je l'ai quittée en 1962, au moment du grand départ donc, des Juifs d'Algérie. Et précisément, c'est au moment où, au Musée d'art et d'histoire du judaïsme, se tenait une exposition en 2015 sur les Juifs d'Algérie, que j'ai brisé un silence de plus de 50 ans. Je n'ai pas consacré mes recherches à l'Algérie coloniale, je n'ai pas consacré mes recherches à la guerre d'Algérie, et j'ai toujours tenu secrètement, comme si c'était une archive enfouie, mon vécu à hauteur d'enfant pendant la guerre d'Algérie, qui s'est passée donc dans le quartier juif de Constantine, où vivait donc la petite communauté des Juifs d'Algérie. Donc vous êtes connu dans notre profession commune, vous êtes 19e, comme on dit dans notre jargon, et vous avez travaillé beaucoup sur les questions juridiques, oui. C'est-à-dire sur la façon dont le droit oui. faisait, comment le droit gérait finalement tout ce qui était marginalité. Tout à fait. Et vous avez consacré plusieurs ouvrages. Donc effectivement, de cet itinéraire, on ne savait rien. Alors est-ce que vous pouvez décrire un peu votre famille juive de Constantine ? Alors, ma famille juive de Constantine, donc je porte le nom de Stora, le nom de mon père, et le nom de ma mère, c'est Zaoui, Z-A-O-U-I. À Constantine, dans mon quartier, les portes étaient ouvertes. Donc, surtout, on entrait dans les familles juives, comme chez nous, en quelque sorte. À mon arrivée, on me demandait « Quel est ton nom ?» Je disais « Ma mère s'appelle Marthe Zaoui, mon père, Elie Stora. » Et ces deux noms, à certains égards, reliaient les deux judaïcités des Juifs d'Algérie, puisque ma grand-mère, Julie, avec fierté, disait qu'elle était une descendante des Juifs séfarades d'Espagne, et ma mère venait donc d'une histoire millénaire des Juifs berbères. Et c'est entre, au fond, ces deux lieux, ces deux histoires, que j'ai circulé dans mes lieux d'enfance, dans la maison de ma grand-mère Rina et l'appartement de ma grand-mère Julie. Donc c'était déjà un aller-retour, une traversée. Et vous étiez d'une famille relativement modeste, oui, et qui était attachée aux traditions juives. Tout à fait. Nous avons été élevés, les enfants du quartier, dans la tradition juive, dans la tradition culinaire du kasher. Mon père allait tous les vendredis soirs à la synagogue, ainsi que le samedi midi, et ma mère respectait scrupuleusement les règles de la cacheroute.
Cela dit, il y avait une différence entre filles et garçons. Nous, les filles, nous n'allons pas, si vous voulez, à l'Alliance. On ne savait pas lire l'hébreu. On avait la transmission juive essentiellement par la nourriture, l'alimentation cacheroute qui nous était transmise par nos mères. Et c'était très important. Mais vous avez quitté l'Algérie en 62. Si je vous ai bien lu et si je compte bien, vous étiez ce qu'on appelle une ado. J'avais 15 ans et demi. Et vous avez donc été scolarisée. J'ai été scolarisée au lycée Lavran, où mes amies de classe, d'ailleurs, étaient juives, pour beaucoup d'entre elles. Et j'ai quitté mon lycée à 15 ans et demi pour aller dans cet exode, ce départ sans retour à Paris, où là, quelques mois après mon arrivée à Paris, j'ai interrompu mes études. Voilà, je voudrais revenir un petit peu sur la période de la guerre d'Algérie, oui. dont vous n'aviez pas parlé et qui a été quand même, pour utiliser un mot un peu galvaudé, mais qui a quand même été traumatisante. La guerre, et notamment par, vous racontez un attentat. La guerre a été traumatisante, ce qui explique le silence brisé. J'ai compris que la guerre tuait, nous arrachait des êtres chers, et en particulier j'ai perdu une amie de classe, Michel Taïeb, avec laquelle j'avais été à l'école primaire dès l'âge de 6 ans, et qui est décédée d'un éclat de grenade à la nuque lors d'un attentat dans le quartier juif de Constantine, du côté de la rue de France, à 13 ans. Un attentat qui avait été perpétré à la grenade. À la grenade, mais par qui? Par le Front de libération d'Algérie ou par l'OAS? On ne savait jamais quelle était la teneur des courants politiques qui pouvaient à ce moment-là se servir d'un attentat pour éloigner et d'une certaine façon casser le lien qu'il y avait entre la population musulmane et la population juive qui vivait au fond dans le même quartier. Et nous-mêmes, nous l'ignorons. Quand j'étais adolescente, pour reprendre votre question, Annette, je ne comprenais pas pourquoi une jeune adolescente mourait un matin sur le chemin de l'école. Je ne savais pas l'histoire de l'Algérie, ni pourquoi cette guerre. On ne parlait pas de la guerre dans nos foyers. On nous l'expliquait pas, elle ne faisait pas partie d'une leçon d'histoire à certains égards. Et on ne connaissait certainement pas tous les courants nationalistes qui traversaient l'Algérie coloniale. Cette histoire, je l'ai connue plus tard. Alors, vous étiez, ce sera une question que je vais vous poser sur la question de l'exil ou des migrations et de l'émigration et l'immigration. Vous étiez pourtant aussi une famille française. Alors, notre famille, effectivement, était française par la naturalisation qui avait été attribuée collectivement aux Juifs d'Algérie au moment du décret Crémieux d'Adolphe Crémieux de 1870, qui nous avait donné la nationalité française. Il faut bien voir que l'élite politique française considérait que nous faisions partie au fond d'une population arriérée sur le plan de l'éducation, du droit à la citoyenneté, ce qui est quand même un aspect essentiel de la condition juive, cette histoire du rapport à qu'est-ce qu'un citoyen, et nous étions français, et d'une certaine façon, l'arrachement à la condition du djimmi, c'est-à-dire de l'Algérie ottomane, de cette condition qui n'était pas oubliée, nous a fait de nous, en Algérie, de fervents Français. Ça, c'est très important. Comment ça se manifestait, le fait que vous étiez de fervents Français? Alors, eh bien, dans les événements... d'abord, si on remonte le cours de l'histoire, il y a un événement majeur qui traversait les mémoires et les générations. C'est la France, c'est le pays des droits de l'homme et c'est le pays qui a le premier au monde à attribuer
la nationalité française aux Juifs, en a fait donc en 1791 des citoyens, et ça, c'est un événement symbolique et c'est un événement politique qui a traversé toutes les diasporas juives, qui a servi de lien dans le mouvement migratoire et la venue en France des migrants arrivés d'Ukraine, de la zone de résidence juive. Alors, pour en revenir à votre question, comment se manifestait notre patriotisme? Tout simplement, les Juifs ont participé aux guerres mondiales, en particulier la première. Mon grand-père, Benjamin Stora, mon grand-père, avait perdu un bras, avait été amputé. D'ailleurs, il était appelé l'amputé dans le quartier. On aime bien les surnoms dans le monde juif. Ouais. Et il y avait beaucoup de surnoms, effectivement. Donc, il avait donné, comme il disait, payer l'impôt du sang à la France, et de ce point de vue-là, son patriotisme il était manifeste, et il emportait la blessure dans son corps d'une certaine façon. Et puis on a participé par la langue aussi. La langue française était une donnée capitale du lien par rapport à la France, et le message constant de mon père était « va lire, lis ». C'était le message de la culture, et pas n'importe quelle culture. Et là, pas de différence genrée, comme on dit aujourd'hui. C'est-à-dire que, comme fille, votre père vous sommait aussi de lire. Alors, c'était particulier, mon père. J'avais un père qu'on pourrait considérer comme un père extrêmement moderne. C'est-à-dire que il avait... il faut bien voir le contexte dans lequel je naissais. Je suis née en 1946. Ces hommes-là de la génération de mon père avaient quand même connu la dénaturalisation. Son père avait été... Dites deux mots sur la dénaturalisation. Oui, eh bien, en 1941, les Juifs ont été dénaturalisés. Par le gouvernement de Vichy, par l'État français. Et donc, quand ces hommes-là sont arrivés pour faire leur vie, et même assez tard, puisque mon père avait passé la quarantaine quand je suis née, d'une certaine façon, les enfants, filles ou garçons, j'étais l'aînée. Donc, on symbolisait l'espoir d'une vie meilleure, l'espoir d'une vie qui pouvait être plus tendre. Et surtout, moi, ce que j'ai ressenti chez mon père, c'est que il voulait que je sois une femme libre de mes choix, libre de ma culture. C'était son rapport à la vie, son rapport à l'intimité qui lui faisait dire va lire. Et au fond, la transmission maternelle de la cuisine l'intéressait moins, d'une certaine façon. Et ça fait partie de mon héritage de fille. Mais c'était pas peut-être le cas de toutes les familles de mon quartier. Hein. C'était le rapport d'une fille à son père, d'une certaine façon. Alors, arrive 1962, il faut donner le siècle maintenant. Arrive 1962. Rapidement, pour les auditeurs les plus jeunes, à quoi correspond cette date de 62 ? Alors, juin 62, donc les accords d'Évian. Mes parents, comme tous les Juifs de notre quartier, voulaient partir. Les accords d'Évian, ce sont les accords qui prévoient l'indépendance de l'Algérie, qui auparavant était partie intégrante de la France. Les 3 départements d'Algérie étaient des départements français. Et ils étaient départementalisés, et on considérait que l'Algérie, c'est la France. Voilà. Donc, 62, c'est terminé. L'Algérie n'est plus la France, pour aller vite. Oui. Et alors, qu'est-ce qui se discute dans les familles juives de Constantine ? Le départ semblait une évidence pour nous. Je me souviens d'un mur de notre immeuble où était écrit « Algérie musulmane ».
mon père m'avait dit « il faut partir ». Ils quittaient aussi leur langue qui était l'arabe, hein. Ils parlaient arabe. Les deux d'ailleurs, le père et la mère, bien sûr très attachés à la culture française, mais ils connaissaient très bien l'arabe, qu'ils parlaient couramment dans les commerces, évidemment. Et la laïcité, le principe de la laïcité était un principe fondateur qui, pour eux, était la marque de leur identité. Et ils pensaient qu'on n'avait pas d'avenir en Algérie, qu'on n'aurait pas pu se déployer dans une identité à la fois juive et française, marquée par la culture dont on a parlé peu avant. Alors vous partez, vous utilisez pour ce départ le terme d'exode. Oui, parce que c'était un départ en masse. Tout le quartier s'est vidé pratiquement en très peu de temps. Je me souviens de meubles, de vêtements, de caisses qui étaient balancées des fenêtres pour arriver dans des camions et les gens étaient à la recherche d'un cadre pour mettre leurs souvenirs. Nous, on n'avait pas eu de cadre, je sais pas pourquoi, enfin si. Et il fallait attendre, comme Constantine n'est pas une ville maritime, elle est située dans l'Est, éloignée d'un port. Donc, nous sommes partis par avion militaire, en juin 62, avec simplement 2 manteaux et chacun d'entre nous. Alors, quels sont les objets? Parce que vous racontez ça dans votre livre. Quels sont les objets auxquels vos parents tiennent au point de les emporter? Alors, ma mère, je les ai chez moi. J'ai aussi le bracelet serpent des filles de Constantine, de l'orfèvrerie de Constantine, qui était donné au moment du mariage et dont j'ai hérité. Il y avait le pilon, il y avait le kesra, où on roulait le couscous, les livres religieux, il y avait un tapis berbère. Il y avait au fond, et puis il y avait des livres, quelques vêtements. Au fond, je n'ai pas le souvenir de voir dans ce cadre qui est arrivé en France énormément de choses, parce que les appartements dans lesquels vivaient nos familles à Constantine n'étaient pas grands, d'une certaine façon, ils se remplissaient vite. Donc, ils avaient amené leur objet de la vie quotidienne. Je pense surtout à ma mère, dont la fonction, dans la transmission religieuse, passait par la fabrication du seder, des soirs de Yom Kippour, une nourriture très traditionnelle qui revenait chez toutes les familles juives, la même chez toutes les familles juives de Constantine. Elle a amené toute sa vaisselle, toute sa vaisselle juive. Ça, c'est très important pour elle. Alors là, donc, vous arrivez en France, vous avez à peu près 15 ans. J'avais 15 ans et demi. Et qu'est-ce qui se passe pour que cet ado de 15 ans et demi qui arrive en France, vous allez nous raconter, devienne 20 ans ou 30 ans plus tard professeur des universités à Besançon. Donc, vous avez un itinéraire en France qui est tout à fait singulier. Oui. Et quand on regarde ce que sont les carrières universitaires, vous êtes vraiment, pour employer un mot un peu prétentieux, un apax, c'est-à-dire quelque chose qui n'existe pas. Oui. Alors, qu'est-ce qui se passe? Donc, vous arrivez et vous dites zut aux études, si j'ai bien compris. Oui, ça s'est passé dans Vous arrivez où d'abord? Alors, on est arrivé dans un petit pavillon où ma grand-mère maternelle, Rina Zawi, avait réuni ses enfants, ses filles, puisqu'elle avait 5 filles, leurs maris, leurs enfants, et on s'est retrouvés à une trentaine de membres de ma famille dans ce petit pavillon à Montreuil-sous-Bois. Et très vite, mes parents ont mis en route un dossier pour avoir un HLM en banlieue.
Et auparavant, après ce petit pavillon donc à Montreuil-sous-Bois, mon père a retrouvé un ami qui avait été hébergé à Constantine, un ami parisien, cet homme, Monsieur Ruteau, se sentait menacé en France parce que sa femme était anglaise. Mon père l'a rencontré au hammam et lui a proposé de l'héberger à Constantine, chez sa famille. Et il est resté pendant la durée de la guerre. Quand on est arrivé à Paris, cet homme a mis à notre disposition un appartement assez misérable dans le 16e arrondissement à Paris. Et c'est là que nous avons attendu le fameux HLM de Sartrouville. Voilà. Et pendant ce temps-là, pour en revenir aux études et à ce parcours, j'avais compris qu'une part de ma vie était finie, que le fait de faire des projets dans les études, un projet professionnel, c'est comme si j'étais rattrapée par l'urgence de la situation, financière de mes parents. Or, j'étais très proche de mon père. J'avais vu que cet homme était très fragilisé, perdu. Et là, vous allez travailler. Et j'ai travaillé, donc j'ai appris à taper à la machine. J'étais dans un lycée technique où j'ai passé quelques mois. J'ai appris la sténo, la dactylo. J'ai beaucoup aimé de l'évocation que vous faites d'Annie Kriegel, qui, à votre âge, mais une autre génération, se retrouve persécutée à Grenoble, et elle aussi gagne la vie de sa famille grâce à la dactylo. À la machine. À la machine à écrire. Rita un objet Tallman. Qui n'existe plus. Hein, les IBM avec un chariot. Ouais. Et en fait, on m'a souvent demandé, mais en fait, pourquoi avez-vous abandonné vos études? Et la faute tombait toujours sur mon père. Est-ce que c'était un Méditerranéen assez attardé au fond? Oui, parce que pendant ce temps-là, votre frère plus jeune était au lycée Janson de Sailly. Oui, parce qu'on habitait... parce que vous habitiez le 16e. Ouais. Oui, et effectivement, notre jeunesse, de fait de ces 5 années de différence d'âge, a induit des parcours scolaires différents. Et en fait, j'ai fait beaucoup d'intérim. Je me faisais beaucoup renvoyer comme dactylo. Et vous étiez médiocre comme dactylo, si j'ai bien compris. Pas terrible. Oui. Pas terrible, bon. Non, mais en fait, j'étais pas terrible jusqu'à que j'ai pu reprendre en charge mon projet de faire des études et de lire. Alors, vous reprenez ce projet quand? Alors, je reprends ce projet après la merveilleuse année 1968. Alors, rappelez ce qui se passe en 68, parce que oui. on enregistre avec 5 stagiaires 2 secondes. Donc, ça induit peut-être quelque chose qui fait qu'on a envie de leur expliquer aussi un peu une histoire qu'ils n'ont bien évidemment pas vécue, mais qu'ils connaissent aussi peut-être de façon un peu imprécise. En 1968, 1968, je me suis mariée. Complètement à contrario de ce qui se faisait dans ma génération. Ah oui, ça c'est déjà incroyable, quoi. Un mariage complètement exogame, comme on dit, oui. avec... Oui, voilà, je rencontre un jeune homme, Jean-Michel. Avec qui vous êtes toujours avec marié, lequel je vis toujours, ouais. Avec lequel je suis toujours mariée, sur la plage d'ailleurs, vraiment. Et nous nous marions très vite. Et nous décidons de nous marier très vite. Et il faisait son service militaire. Je travaillais toujours comme dactylo. Lui avait bien sûr des projets scientifiques. Il avait fait une grande école, des projets scientifiques qu'il voulait réaliser dans sa vie. Et du coup... j'ai senti, en mai 68, il y avait ce mouvement effervescent de la jeunesse, maoïste, trotskiste, les situationnistes. Je ne savais rien de ces mouvements-là, puisque je n'étais pas à l'université. Je travaillais.
Et donc, à l'époque, il y a eu des rencontres très importantes. Bon, ce mariage qui arrivait, où du coup, les études s'ouvraient d'une certaine façon, mais aussi, il y a eu ma façon à moi aussi de rencontrer la bonne France. Ça a été une rencontre avec le Parti communiste français. Et notamment ceux qui étaient à l'époque, que j'ai connus à l'époque et qui avaient une fonction politique importante, députés, les députés, sortaient d'une période de persécution et de traque aux militants communistes. Et ils avaient connu, comme Guy Ducolonnet, Ravensbrück, Madeleine Vincent, etc. Guy Ducolonnet, c'était Bruneval. Et Madeleine Vincent. Et Madeleine Vincent, ici Moulineau. C'était Ravensbrück. Oui. Et en fait, ils m'ont appris l'histoire de la bonne France. Et ça m'a semblé, et comme ils étaient passés par cette expérience d'une persécution politique et même, où ils risquaient leur vie et beaucoup sont morts. C'est l'application après juin 41 du Parti communiste dans la résistance qui a coûté un certain nombre de vies, et soit parce qu'ils ont été fusillés, soit parce qu'ils ont été déportés, oui. Et ça a constitué d'une certaine façon une maison d'accueil où j'ai appris que une forme d'intégration par la politique. Et aussi, il y avait beaucoup de militants ouvriers qui étaient animés, comme moi, par la lecture. Ils connaissaient par cœur Victor Hugo, ils connaissaient par cœur la Commune de Paris. Voilà, c'était ce genre d'aînés, bien plus âgés que moi, qui d'une certaine façon, m'ont amené à ne pas couper le lien avec le livre. Et le livre, c'était pour moi fondamental. Lire, tout le temps lire, toute la journée. Et d'ailleurs, je fais un petit pas de côté. Ce livre, c'est un livre où il est beaucoup question de livres. Oui. Et on voit à quel point vous êtes... une grande lectrice, puisque vous étudiez, je ne sais pas, 30, 50, 60, 70 romans, un peu qui nourrissent votre travail d'historien, mais on en parlera un peu après. Alors, comment vous reprenez vos études ? Alors, je reprends mes études parce qu'à l'université, existait la possibilité pour les salariés de passer ce qu'on appelle l'examen spécial d'entrée en fac. Voilà. Et ça, c'est mai 68 aussi qui crée cette possibilité. 1969. Voilà, avec Vincennes, après 68. Après 68. Et à ce moment-là, les amis, un petit groupe d'amis, m'ont dit, écoute, tu peux reprendre tes études. Et c'est là que je m'inscris avec Jean-Michel, on s'est rendu à un lycée, une institution catholique d'où j'ai été virée au bout de 15 jours. Le lycée ne voulait pas de moi parce que j'étais mariée et je me suis inscrite donc à cette institution religieuse où je me suis fait renvoyer avec le qualificatif de maoïste. Parce que j'avais déclaré au cours d'histoire que le péril jaune, ça me semblait une idée raciste. J'étais virée immédiatement. Et à ce moment-là, avec ce groupe d'amis, dont Nathalie, Nathalie Thèves, chacun d'entre eux m'a servi de professeur pour connaître les matières enseignées, la philosophie, Nathalie, les langues. On avait embauché une Américaine pour me donner des cours de langue. Alors, le Malais Isaac, je le savais. Ce qui était notre manuel d'histoire. Le Malais Isaac. Et puis, j'ai appris le programme de français avec... chaque mois, je faisais un siècle et j'apprenais pratiquement tout par cœur. Vous voyez, et donc, vous rentrez à la fac, mais vous avez le bac ou pas ? Non, puisque vous j'ai arrêté... pas le baccalauréat. Non. Très mauvais exemple pour la jeunesse. Mais c'est quelque chose d'extraordinaire. Donc, vous n'avez pas le bac, vous rentrez en fac. Mais après, vous faites un cursus, on va aller un peu vite pour parler du reste du livre. Et après, vous allez jusqu'à la thèse.
Alors, il y a eu, bien entendu, je n'ai pas eu l'idée de la thèse tout de suite. D'ailleurs, je ne me voyais pas faire une thèse. Ce n'était pas du tout dans mon... Comment dirais-je? Je n'imaginais pas... Enfin, je n'avais pas de plan futur en moi. Ouais. Je ne savais pas ce que ça voulait dire. Mais alors, vous enseignez un peu en lycée. J'ai enseigné beaucoup en lycée. J'ai quand même fait 15 ans d'enseignement secondaire. Ouais. Moi, j'en ai fait 20. Ouais. Voilà. Voilà. Et ensuite, donc, vous soutenez une thèse. Le sujet de votre thèse? Alors oui, le sujet de ma thèse, je vous donne le titre. Ça s'appelle « L'enfer de la Troisième République ». C'est un livre qui portait sur la censure des écrits pornographiques sous la Troisième République. Et ça a interrogé le permis et le défendu, le licite et l'illicite, au moment où la République mettait en place les lois sur la liberté de la presse. Comment un régime démocratique pouvait-il interdire? Et pourquoi? Et qu'est-ce que signifie l'illicite, c'est-à-dire la pornographie? Donc j'ai regardé le fond de livre. Voilà, l'enfer étant le fond de livre à la Bibliothèque nationale, qui comporte tous ces livres à ne pas mettre dans les mains des enfants. Enfin, voilà. Il y avait 800 livres que personne n'avait étudiés, mais personne n'avait n'avait jeté un regard, parce que c'était des livres au fond discrédités, qui ne représentaient pas la haute culture française. Et vous soutenez votre thèse avec Michel Perrault, que tout le monde connaît aujourd'hui. Voilà. Et alors là, il y a une sorte de solidarité féminine. Ah oui, oui. Vraiment une solidarité féminine. Michel Perrault, Mona Ozouf. Oui. Et puis quelqu'un qui a été mon prof de lycée au lycée d'Hermont quand j'étais en 4e, et avec qui j'ai eu des liens d'amitié jusqu'à son décès, et qui était Janine Ponty, qui avait fait une thèse qui reste toujours de référence, sur l'immigration polonaise, hein, pas juive, polonaise en France. Oui. Et toute cette solidarité féminine de personnes qui voient vos mérites plutôt que vos diplômes, vous n'êtes pas agrégée, vous n'êtes même pas bachelière, non. Et va décider que quelqu'un comme vous peut et doit enseigner à l'université. Oui, c'était des rencontres étonnantes, des rencontres où la hiérarchie, la hiérarchie sociale, hein, parce que on peut avoir une hiérarchie intellectuelle, ces femmes que j'admirais beaucoup par leurs travaux, mais la hiérarchie sociale, je ne la sentais pas avec elles. Et c'est ce qui m'a permis d'avancer. Je me sentais pas reléguée. Et je n'étais pas inscrite dans une vie toute faite et toute déterminée d'avance. Et ça, c'est le cadeau le plus important qu'on m'ait fait. Et c'est une bonne chose de rendre hommage aux historiennes qui sont encore parmi nous, Mona Ozouf et Michel Perrault. Je la vois demain d'ailleurs, Michel. Voilà. Vous lui ferez mes amitiés. Voilà, on va déjeuner ensemble demain. Et Janine Ponty, qui nous a quittés. Alors, je vais revenir maintenant à votre livre, parce que ce que vous nous racontez là est dans le livre. Oui. Mais c'est tressé de façon très subtile, avec ce qu'on appelle dans notre jargon des sources, c'est-à-dire des archives, et notamment un fameux questionnaire sur lequel je vais vous questionner, et les romans. Alors, qu'est-ce que c'est que ce questionnaire en lien avec la première loi sur la nationalité, qui est la loi de 1889, si je ne me trompe? Exactement. Alors, est-ce que vous pouvez me dire un mot sur la loi et sur le questionnaire? Alors, un mot. Alors, ce questionnaire, je l'ai trouvé aux archives de la préfecture de police. Il était constitué de 28 questions. Parlez-vous correctement le français? Bien sûr, le nom. Parlez-vous correctement le français? Connaissez-vous des gens en France? Avez-vous un esprit de retour dans votre pays d'origine? Quel commerce ou quelle situation comptez-vous avoir? Vos états de service. Et une question fondamentale, parlez-vous correctement le français? Alors, ce questionnaire, il se trouvait à l'intérieur de dossiers de naturalisation
que les Juifs d'Europe orientale remplissaient au moment des migrations de masse de la fin du XIXe siècle, dans le cadre de la loi du 27 avril 1889 sur les naturalisations. Voilà, c'était ce questionnaire-là. Et pratiquement tous répondent la même chose. Donc c'est un questionnaire qu'on feuillette assez rapidement. Ils disent qu'ils parlent parfaitement le français, qu'ils ne connaissent personne en France. Ils disent qu'ils n'ont aucun esprit de retour. Ils disent qu'ils aiment la France, le pays des droits de l'homme. Voilà, donc le questionnaire est comme ça. Et alors justement, moi j'ai répondu à ce questionnaire, moi-même. Et ça a été à l'origine du silence brisé, parce que ce questionnaire, je l'ai dit d'une certaine façon au musée d'art et d'histoire du judaïsme, au moment de l'exposition Juifs d'Algérie. Alors, voilà, c'est ça. Alors, en fait, quand vous parlez de silence brisé, c'est votre propre silence, Oui. mais c'est aussi le silence des archives. C'est le silence des archives. Le silence des archives qui est le fait que les immigrés, quand ils remplissent un questionnaire, ils ne se sentent pas tenus, et ils ont raison, de dire la vérité ou de développer ce qu'ils pensent vraiment, mais ils remplissent le questionnaire pour pouvoir obtenir la nationalité française et être naturalisés. Ils se rendent invisibles. C'est ce que j'ai voulu faire, moi aussi, au fond, en arrivant. Me rendre invisible. Et c'est pas facile de se rendre invisible. Par exemple, un petit détail, je le donne juste. Quand je suis arrivée en France, j'avais 16 ans, je savais pas comment m'habiller. Je savais pas quelle couleur il fallait porter. Vous voyez, est-ce que je parlais fort ou pas? Est-ce que quand je m'adressais aux gens, c'était peut-être parce que je posais des questions spontanément, puisque chez nous, la vie privée, la vie publique, c'était un peu mélangé, des questions qui pouvaient paraître intrusives. Et en fait, il faut apprendre, je n'aime pas ce mot, mais une forme d'acclimatation, si vous voulez, parce qu'on porte en soi une forme d'étrangeté, une part d'inconnu, et c'était extrêmement important de voir comment ces Juifs arrivaient à la gare de l'Est dans une grande pauvreté, cherchaient dans ce questionnaire, à certains égards, à se rendre invisibles. Et donc il fallait chercher, mais qui ils sont? Comment ça se passe? Comment vais-je faire pour les découvrir? Parce que je ne connaissais pas le monde de la culture des Juifs d'Europe orientale et centrale. Je ne la connaissais pas. Une des originalités de votre ouvrage, c'est que vous croisez votre vie, mais aussi celle de... Alors, le terme d'émigration, est-ce que ce terme est convenable pour les Juifs de Constantine ou d'Algérie, qui étaient français? Qui étaient français. Donc, c'est plutôt une migration. Oui. Les migrants, je les appelle les migrants juifs. Avec l'immigration des Juifs ashkénazes. Oui. Et je crois bien que vous êtes la première, parce que d'habitude, on a des historiens spécialistes de l'une ou spécialistes de l'autre. Oui. Et vous estimez que qu'il y a des convergences. Oui. Voilà. Alors que les Juifs d'Algérie ne remplissent pas ce questionnaire. Non, ils ne Alors remplissent pourquoi pas. vous faites de ce questionnaire un des fils de votre ouvrage? Alors, d'abord, je voudrais dire que j'aime l'écrivain Georges Perec, parce que lui, il parle des lieux, et il dit « Comment traverser les lieux sans se cogner ?» C'est son expression. Vous savez que c'est très curieux, parce que l'émission précédente était avec une de nos collègues de l'université de Volos, Rika Benveniste, qui, elle, étudiait un destin personnel tout en mêlant avec ses propres réflexions, et qui avait mis en exergue de son livre la même citation de Perec. Oui, sans se cogner. Comment faire pour rencontrer les autres sans se cogner? Je trouve ça magnifique. Ouais.
Et je ne suis pas arrivée les mains vides, en réalité, dans cette culture des Juifs d'Europe orientale et centrale. J'avais quand même lu beaucoup de romans, et ces romans m'étaient très chers. Donc, sur comment un Juif arrive, comment garder son identité juive, comment s'intégrer. Toutes ces problématiques-là, je les avais bien entendu rencontrées dans les romans. Alors, le lien est par rapport à ce questionnaire, il vient par rapport à la langue, déjà. Hein. Parce que chez nous, à Constantine, je dis encore chez nous, c'est si loin pourtant, c'est tellement loin. Bien, les gens, dans nos familles, dans le privé, vraiment dans le privé, parlaient arabe. Je pense à ma grand-mère Rina, elle parlait arabe, parlait pas le français. Et les juifs yiddishisants, et en fait, d'une certaine façon, ce qui était valorisé, c'était bien entendu le français. Et quand nous, on s'est inscrit au lycée, on n'a pas choisi l'arabe, on a choisi de faire anglais et italien. Les yiddishisants, d'une certaine façon, quand ils sont arrivés en France et qu'ils parlaient yiddish, eh bien, ils étaient mal vus, d'une certaine façon, par les tenants du franco-israélisme qui s'est mis en place sous la Troisième République, puisque je suis historienne de la Troisième République, c'est-à-dire la fin du XIXe siècle, et on disait d'eux qu'ils parlaient un jargon. Alors ça, c'était, si vous voulez, le mépris par la langue, le mépris social par la langue. Je trouvais que ça faisait lien, même si eux, d'une certaine façon, venaient d'un monde où ils parlaient, les familles parlaient yiddish, cette langue, comme dit Rachel Hertel, qui m'a beaucoup appris, tellement appris sur les 1000 ans des cultures ashkénazes et mon vécu. Chez moi, au fond, l'accent très rock de ma mère qui venait de l'arabe était quand même assez... Il fallait pas vraiment, cet accent était un peu dérangeant. Et le monde yiddish qui a été longtemps méprisé pour son accent yiddish, ça faisait lien. Voilà un exemple. Voilà. Alors, il nous reste une dizaine de minutes, donc je voudrais qu'on parle un peu du roman. Donc, vous avez les archives, ce questionnaire, qui finalement ne vous dit presque rien. Quand on lit ces questionnaires, on a l'identité de la personne, la date de naissance, la date d'arrivée. Enfin, on a des renseignements factuels, mais ces archives ne nous disent rien sur ce que sont ces gens dans toutes leurs dimensions. Et finalement, c'est par le roman que vous arrivez à saisir ces vies on va dire, de migrants pour rassembler ceux qui viennent d'Algérie ou du bassin méditerranéen et les Juifs de l'Europe de l'Est. Oui. Donc, comment vous considérez comme historienne? Parce que c'est un livre d'historienne. Oui. C'est-à-dire que si vous aviez fait une autobiographie pas d'historienne, vous auriez fait les choses tout à fait différemment. Donc, qu'est-ce que peut faire une historienne avec le roman? Alors, le rapport entre histoire et littérature, les historiens, et en particulier Mona Ozouf, qui a été un précurseur dans les aveux du roman, elle explique très bien que le roman nous dit des choses que nous, historiens, nous ne disons pas. Ou c'est une histoire qui peut apparaître comme une histoire sans émotion. Voilà. Si on reprend les termes de l'historien Alain Corbin, et il faut introduire une histoire des émotions, en particulier quand elles sont enfouies par le malheur de la guerre. Voilà. Et par le malheur d'une persécution extrême, comme ont pu être les pogroms sous l'Empire tsariste en Ukraine. Et le pogrom de Constantine en 1934. 1934, oui. Oui, qui est très, très important et toujours transmis, jamais oublié. 25 Juifs ont été assassinés en 1934 dans mon quartier, dont 5 enfants. Et donc,
c'était pas illégitime, si vous voulez, de travailler sur les aveux du roman, parce que la chronologie peut être bousculée, on peut partir d'une vie du temps présent et aller pour l'interpréter dans les temps éloignés. Donc, le rapport entre histoire et littérature, pour des événements traumatiques, comme l'histoire, le vécu sanglant des pogroms, pouvait être nourri dans le passage entre le roman et le récit historique des pogroms qui ont ensanglanté l'empire tsariste de la fin du XIXe siècle. Alors, mais ça, si je vous ai bien lu, c'est pas seulement ça. C'est aussi les histoires de migrants. Oui, qui leur vont vie, bien leur au-delà intimité. du questionnaire. Alors, tout à fait. Moi, j'ai été fascinée par, évidemment, la fratrie des frères Singer, Bashevis. Alors, oui. dites-nous 2 mots sur cette fratrie, parce qu'ils sont 2 plus 1. Ils avaient comme parents, le père était un chassid pieux, la mère une Mitnagim, je ne sais pas comment on prononce cela. Mitnagim. Voilà, Mitnagim. Et ils avaient été éduqués, donc une famille juive orthodoxe ultra pratiquante, puisque le père de Bashevis était orthodoxe, rabbin, juge, donc, et juge. Et ils avaient une sœur dont j'avais jamais entendu parler, en fait. Aînée. Esther Kretman. Elle commence à être... Oui. Redites son nom. Esther Kretman, Kretman, qui a écrit un roman qui s'appelle La danse des démons. Oui, c'est ça. La danse des démons, qu'elle a écrit après son mariage, au moment où elle s'est retrouvée toute seule, d'abord à Amsterdam et puis après en Angleterre. Et en fait... ils avaient eu une éducation très religieuse et le père disait, si mes fils écrivent ou lisent des romans, ce sont des vauriens. Donc, ce sont des vauriens. Et quant à leur fille Esther, les parents, donc... voilà, des Singer, la famille, disait d'elle, elle demande à son père, mais qui serais-je plus tard? Alors le père répond, mais tu ne seras rien. Tu ne seras rien. Donc, évidemment, elle raconte sa vie dans une famille orthodoxe, qu'elle voulait elle aussi, pourquoi pas, commenter le Talmud, mais c'était pas possible. Un peu comme Yontel dans le film. Voilà. Et j'ai choisi les romans, mais pour ne pas casser l'unité du livre, qui toujours se tenait au XIXe siècle. Toujours. Il n'y a pas un roman qui parle de la Shoah, par exemple. Je n'ai pas parlé de la Shoah. Non, jamais. D'ailleurs, j'aurais pas pu. Donc, en fait, vous retrouvez aussi votre goût de 19e-iste. Alors, vous restez fidèle à votre engagement d'historienne. C'est ça. Il y avait le 19e siècle dans les romans, c'est-à-dire le siècle de la révolution industrielle, le siècle où les Juifs d'Europe centrale et orientale ont fait le chemin de fer russe. Ouais. C'est eux qui l'ont construit. Le moment où s'édifiaient de grandes fortunes avec le baron Hirsch qui a implanté des colonies en Argentine. Le siècle également, si vous voulez, où se montaient en pleine effervescence artistique qui a fait l'Europe des jeux de l'esprit, l'Europe de l'intelligence. Elle a été faite par ces gens-là qui, d'une certaine façon, ont laissé cet héritage magnifique. Et c'est d'ailleurs le grand siècle du roman. Oui. Et c'est le grand siècle du roman. Aussi, donc voilà, il y a les deux à la fois. C'est une littérature néo-zolienne, de Zola, issue du réalisme de Zola, de Balzac, du romantisme. Et on a donc l'itinéraire de grandes familles et aussi la vie de jeunes filles qui veulent être appelées par des noms qui ne soient pas des noms religieux, mais des noms bien français, qui veulent apprendre les langues,
qui veulent s'émanciper. Il y a aussi des mariages arrangés dans ces romans. Il y a des grands-mères qui sont des marieuses. Il y a le marieur. Il y a un humour fracassant. Il y a également l'engagement politique qui est très important au Bund, c'est-à-dire le Parti socialiste des Juifs d'Europe orientale qui est fondé à Vilna, en Russie, Vilna, parce que ces Juifs, ils étaient quoi? Ils étaient animés par le désir de sortir les leurs de la misère. Et alors, ils allaient à la synagogue, et dans les synagogues, il y avait les bundistes qui croyaient pas, ou qui pensaient que tout ça c'était que le judaïsme, bon, mais il faut être dans la modernité du bouddhiste. Et puis il y avait les religieux. Alors ils demandaient à eux aussi, les bundistes, à monter et à faire leur discours. C'est incroyable. Alors je vais vous poser une dernière question, mais je vais lire le dernier paragraphe de votre ouvrage. Les mondes perdus des diasporas juives appellent à une multiplicité de récits. Donc c'est ça, ces récits que vous tracez, où la temporalité est faite de ruptures, de guerres, de persécutions suivies de départs sans retour. Mais il y eut l'espoir de commencement ailleurs. Le shtetl a disparu, le Mela aussi. Sur les ponts de ma traversée intime de Constantine aux Juifs de l'Europe de l'Est sont arrivés les Dreyfusards, les combattants du déterminisme racial et les migrants anonymes. Dans le creux et les blancs des questionnaires de la préfecture de police, Simon Doubnov, je commande, qui est le grand historien du monde juif, Joseph Roth, un immense écrivain de langue allemande, mais issu de Galicie, de l'Empire austro-hongrois. Voilà, Shalom H, lui, c'est la Pologne, la trilogie Varsovie, Moscou et j'ai oublié la troisième ville. Et tant d'autres chassèrent le mal des fantômes. Toute une culture des Juifs d'Europe centrale et orientale est passée dans le monde des vivants. Le silence des questionnaires est conjuré. Mais que fait le temps, les générations, celles des enfants, des petits-enfants, celles des stagiaires? Qu'est-ce qui se passe dans la transmission de ces cultures alors que les judaïcités de la nôtre en France n'est plus nourrie d'aucune migration, presque pas de migration? C'est une question que je Ma question, pose. elle est toujours la même, depuis le début jusqu'à maintenant. La lecture. Ils vivent dans les livres. Alors, ça. On va garder cette conclusion. Vivons dans les livres. Et pour vivre dans les livres, on peut lire le livre d'Anis Toralamar, Une traversée migratoire des mondes juifs perdus, Le silence brisé, paru aux éditions Sileps. Et merci, Annie. De rien.